matériaux et de solutions pour les secteurs, à la fois international et multilocal. On va vous expliquer pourquoi. Le groupe affiche une raison d'être explicite, Making the World a Better Home. Très engagé sur les sujets qui nous occupent aujourd'hui, il est intéressant de se pencher donc, sur sa vision de ces grands défis, sa vision d'industriel. Quelles sont ses attentes en tant qu'acteur clé et engagé plus que jamais dans la transition environnementale du bâtiment? Merci d'accueillir pour en parler notre invité, Thierry Bernard, directeur général Europe du Sud et directeur général France de Saint-Gobain. Je vous laisse la place et après on se retrouve dans les fauteuils. Merci. Merci beaucoup et merci à nouveau pour votre invitation. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et partager la vue d'un grand groupe industriel mondial, vieux de 360 ans ou jeune de 360 ans, comme on aime le dire. Mesdames, Messieurs, je crois que nous partageons tous la même conviction. Le secteur du bâtiment vit une transformation profonde et cette transformation est l'un des défis majeurs de notre époque. Nous savons aussi que pour relever de tels défis, nous avons besoin d'un cap commun, nous avons besoin d'outils partagés et d'exemples concrets pour avancer. C'est dans cet esprit, et dans cet esprit seulement, que Saint-Gobain a initié en 2023 la création d'un observatoire de la construction durable. Celui-ci implique l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur qui regroupe des experts, des institutions, des acteurs de terrain. À l'occasion de la COP 2030, à la suite d'un travail approfondi de plus de 1800 interviews au sein de 36 pays, l'Observatoire de la construction durable a publié un Action Paper 2025 qui nous offre aujourd'hui un cadre précieux pour avancer collectivement. Il n'impose pas une vision, il propose une base commune, un point d'appui, un outil d'alignement. C'est donc convaincu de la force du faire ensemble que j'interviens aujourd'hui en partenaire engagé. Premier constat que je souhaite partager avec vous de cet Action Paper, c'est que nous utilisons tous le mot construction durable, mais nous ne mettons pas toujours la même réalité derrière ce terme. C'est un constat qui est arrivé très clairement de ces 1800 interviews. Pour certains, c'est l'efficacité énergétique. Pour les autres, on parle de matériaux. Pour d'autres encore, du bas carbone. On parle aussi de résilience, de santé des occupants. L'Action Paper montre, entre autres, que cette diversité de définitions freine la coordination et les décisions. En Afrique ou en Asie-Pacifique, la résilience est considérée comme un critère prioritaire, bien plus qu'en Europe, où la performance énergétique domine encore, même si cette thématique recule. Cela montre à quel point il faut une définition globale, mais qui doit s'adapter localement. Chez Saint-Gobain, nous ne prétendons pas fournir la définition. Nous souhaitons plutôt contribuer à construire un langage commun, plus lisible, plus accessible, plus opérationnel. Une définition globale, adaptable localement. L'objectif, à nouveau, n'est pas d'imposer une vision, mais de créer un socle d'action commun sur lequel chacun pourra bâtir. Pour nous, et c'est important, ce socle incontournable de la construction durable, il est construit autour de 4 piliers fondamentaux. Le premier, c'est la contribution positive à la santé et au bien-être des occupants des bâtiments et de ceux qui les construisent. Deuxième socle, la réduction de l'empreinte environnementale, sans surprise. Le troisième, la résilience aux dangers climatiques extrêmes. Et enfin, le quatrième, la capacité à délivrer une performance économique et une valeur supérieure. Le rôle que nous voulons jouer, c'est faciliter la convergence, mettre en relation, apporter nos expertises et nos données et aider chacun à naviguer dans ce sujet complexe et multiforme. Deuxième constat, notre filière est d'une immense complexité, avec des intervenants multiples. Je vais en citer quelques-uns, c'est intéressant de se le rappeler quand même. Des institutions financières qui financent la construction, les architectes, les cabinets d'ingénierie, les entreprises de construction, leurs sous-traitants,
les fournisseurs, les distributeurs, les décideurs publics, les régulateurs, des communautés, dans certains cas, des organisations professionnelles, la société civile, les NGO, les assureurs, les propriétaires, les locataires. Et j'en ai encore oublié un certain nombre. Tous ont des temporalités et des objectifs parfois différents. Ce désalignement est souvent, le séquencement des actions constitue une barrière majeure à la collaboration nécessaire à la construction durable. Là encore, nous savons pourtant tous que nous avons à gagner en alignant toute la chaîne de valeur dans la même direction. Des projets plus fluides, des solutions mieux intégrées, des performances plus cohérentes. À l'inverse, là où la collaboration est défaillante, le désalignement progresse. C'est la raison pour laquelle, à nouveau, Saint-Gobain souhaite jouer pleinement son rôle de catalyseur, en mettant autour de la table les acteurs. C'est ce qu'on a fait avec cet observatoire de la construction durable, c'est ce qu'on participe à faire aussi en étant le sponsor de cet événement depuis près de 10 ans, depuis 10 ans même, depuis le début, en favorisant le partage de données et d'outils, en proposant des espaces de dialogue comme l'Observatoire de la construction durable. Nous ne détenons pas évidemment toutes les réponses, mais nous souhaitons être un accélérateur de coopération, un facilitateur de solutions. Troisième constat. La résilience est encore assez peu intégrée dans les pratiques, alors même que les risques augmentent et touchent toutes les régions du monde. Pour mémoire, le rapport sur les risques globaux qui a été publié par le World Economic Forum place le risque climatique comme première menace pour la décennie à venir et estime qu'à l'horizon 2050, le coût annuel global des dommages liés au climat pourrait être entre 1,7 et 3 trilliards de dollars par an. Partout dans le monde, les risques climatiques s'accélèrent, vagues de chaleur, inondations, incendies. Pourtant, la résilience reste encore perçue comme un critère secondaire. Seuls 23% des 1800 personnes qui ont été interrogées à travers le monde l'associent spontanément à la construction durable. Là encore, notre ambition est de contribuer à rendre ce sujet concret, accessible, grâce à nos analyses, grâce à nos solutions et à nos retours d'expérience. Nous pouvons ensemble mieux anticiper les risques, intégrer la résilience tôt dans les projets, réduire les coûts futurs, garantir une qualité de vie durable et un habitat décent aux occupants. Notre contribution en tant qu'industriel, c'est de mettre sur la table des solutions éprouvées, à nouveau de partager des données, de soutenir les acteurs publics et privés pour que la résilience devienne naturellement intégrée et non vécue comme une contrainte. Dans les régions que je couvre, l'Europe du Sud, le Moyen-Orient, l'Afrique, les situations sont très contrastées. Les approches doivent être contextualisées et respectueuses des spécificités locales. Partout, dans ces régions, les attentes, les climats, les modes de construction et les ressources varient énormément. L'enjeu n'est donc pas de transposer un modèle, mais d'aider à co-construire des solutions adaptées. Saint-Gobain veut être un partenaire de terrain qui aide à construire des cadres, des outils et des pratiques réellement pertinents pour chaque territoire. Quatrième constat, essentiel selon l'Observatoire, la compétitivité des matériaux et des solutions est l'action prioritaire telle que définie par les sondés à améliorer pour accélérer le développement de la construction durable. Ainsi donc, et en dépit d'une forte montée en régime, la construction durable reste perçue comme complexe, comme plus chère et donc difficile à déployer à grande échelle. Nous savons tous que la question du coût peut être un frein, mais cette appréciation, issue d'une vision budgétaire à court terme, continue d'entraver une vue à plus long terme sur la valeur de la construction durable. Pourtant, les données existent. Le durable est rentable, à condition de raisonner en coût global et d'intégrer plus de composants que les seuls engagements en capitaux initiaux. La réduction des dépenses opérationnelles durant le cycle de vie, l'amélioration de la valeur du bien, ce qu'on appelle la valeur verte, une exposition réduite aux risques et des bénéfices tangibles sur la santé des occupants. Nous devons donc collectivement mieux objectiver cette valeur,
la rendre lisible, compréhensible et partageable. Nous voulons aider à démontrer, preuve à l'appui, qu'un bâtiment durable est plus performant, plus attractif, plus résilient, moins coûteux à long terme. Enfin, et pour conclure, sur les leviers qui permettront encore d'accélérer la dynamique de la construction durable, nous devons contribuer à changer le récit et passer de ce qu'on pourrait appeler la compliance à des critères de durabilité au désir. La construction durable souffre parfois d'une image trop technique, trop réglementaire. Nous devons en faire tous un sujet désirable, centré sur la vie quotidienne, le confort, la santé, la valeur d'usage. Car au fond, ce que nous construisons, ce ne sont pas des indicateurs qui répondent à des exigences réglementaires, ce sont des lieux qui transforment des vies, celles de nos communautés, de nos villes. Ce sont des lieux accessibles financièrement pour le confort, le bien-être de tous. Ce sont des lieux qui durent et dont l'usage peut évoluer avec le temps. Ce sont des lieux qui connectent la vie dans la ville et qui donnent de la valeur à nos communautés. La transformation du secteur est un chantier immense, mais cela n'a rien d'abstrait. Les exemples existent, les solutions aussi. C'est notre grande chance dans la construction. L'Action Paper, que je viens de vous commenter en quelques minutes, l'Action Paper de l'Observatoire de la construction durable nous offre une boussole collective, un cadre de travail fédérateur, construit avec et pour l'ensemble de la filière. La transition ne se décrétera pas, elle se construira collectivement avec humilité et détermination. Et ensemble, je suis absolument convaincu que nous pouvons réussir. Merci à tous. Je vais vous garder quelques minutes avec moi pour que nous puissions échanger, partager justement sur tous les sujets que vous venez de nous énoncer. Peut-être pour commencer, parler justement de ces 10 ans écoulés. Vous le savez, Energy Meeting fête cette année sa 10e édition. En 10 ans, et je peux le voir aussi moi, puisque ça fait aussi 10 ans que je travaille sur ces sujets-là également, enfin même plus. Quand on regarde cette décennie écoulée, comment est-ce que vous qualifieriez l'évolution du secteur, en fait, un peu face à ces enjeux de sobriété, d'efficacité énergétique, de décarbonation et désormais aussi maintenant d'adaptation? Finalement, on a fait le pas, on a pris conscience de tout ça. D'abord, bravo à vous d'avoir accompagné cette aventure finalement depuis 10 ans. Moi, quand je prends un petit peu de recul, le groupe a 360 ans. Moi, personnellement, je travaille dans l'univers de la construction et des matériaux depuis plus de 30 ans. Et je trouve que cette décennie qui vient de se passer est juste absolument incroyable de transformation. Je trouve d'abord que ça a été une décennie qui a été incroyablement utile. C'est-à-dire que les thématiques qui nous semblent maintenant presque naturelles, c'est peut-être pas encore complètement le terme, mais en tout cas qui sont dans des thématiques du langage commun, me font penser qu'il y a un énorme progrès qui a été fait sur la compréhension des problématiques de la construction durable. La France a joué un rôle absolument... On a été pionniers finalement. On a été pionniers, on est passé de la réglementation thermique à la réglementation environnementale. On a été les premiers à faire ça. On est toujours un des rares pays avec des seuils qui progressent année après année. Donc on a une trajectoire de progrès en plus face à nous, où on mesure les kilos de CO2 par mètre carré émis. Et ça, c'est vrai que maintenant, en tout cas je parle de la France, c'est intégré. Ce que je vois, vous avez expliqué, ma zone commence d'Amsterdam et elle va jusqu'au Cap et au Moyen-Orient. Je constate dans tous les pays où je travaille et avec les invités que nous recevons à Paris, l'appétit qu'il y a de tout un tas de pays à comprendre comment la France est en train de mener cette transformation. Et pour nous, acteurs industriels en ce qui nous concerne, distributeurs pour partie, j'ai envie de dire que je considère que c'est une vraie chance d'être en termes de capacité à être at the forefront, à la tête de cette démarche. Donc moi je trouve que c'est une décennie
incroyablement utile, une décennie qui a lancé la thématique de l'innovation, parce que cette transformation, elle ne se fait pas sans innovation. Et c'est vrai que quand on est au cœur de cela, les entreprises, Saint-Gobain, mais pas seulement, les entreprises du secteur de la construction ont dû bouger pour s'adapter à cette nouvelle donne. Donc l'innovation est en mouvement, et moi c'est ce qui me fait le plus... Alors, j'imagine, ça vous le fait le plus encore avancer, mais alors aujourd'hui, on le sent, on en a parlé un petit peu aussi avec Monsieur Gémen ce matin, on sent qu'il y a une sorte de fatigue un petit peu, fatigue c'est un mot pas bon, c'est de la société, on sent qu'il y a un peu un revers de médaille, et notamment des politiques, on parle de backlash un peu écologique, on baisse un peu nos ambitions. En même temps, vous, en tant que grand groupe industriel, vous avez un rôle moteur là-dessus, et vous étendez aux autres, au niveau international également. On voit aussi ce backlash au niveau international, justement, d'autres pays, vous voyez lequel je vise, et d'autres, voilà, trouvent que ces sujets-là, c'est pas vraiment ce qu'il y a d'important. Comment est-ce que vous vivez ça ? Nous, on a une vue qui est, j'ai envie de dire, que nous donne le temps long. Vous l'avez rappelé, le groupe a fêté ses 360 ans l'année dernière. Donc c'est extraordinaire de penser qu'une entreprise comme Saint-Gobain a traversé 360 ans. Ça veut dire que c'est une entreprise qui a traversé de multiples crises, de multiples atermoiements politiques, de changements, et qu'on est toujours là. Moi, je pense que justement, c'est dans ces moments qui sont très difficiles à lire, de changements politiques, de changements climatiques, de changements géopolitiques. De problèmes économiques aussi. De problèmes évidemment économiques qui ont des impacts sur le pouvoir d'achat. On a parlé tout à l'heure de la compétitivité des matériaux, entre autres, fait que le cap de long terme est encore plus important. C'est-à-dire que c'est justement parce qu'on a ce cap long qui nous aide à traverser ces moments de difficulté. Nous, on a, et je le rappelle, quand même des convictions extrêmement fortes sur le fait que la construction durable est une thématique de très long terme. Comme je le disais, d'abord c'est une thématique sociale. On a besoin de voir de lieux de vie décents partout dans le monde. On a besoin d'avoir des logements qui sont efficients d'un point de vue énergétique. Et donc ça, c'est un cap qui va rester dans la durée. Donc nous, en tant que grand industriel qui doit apporter des solutions à l'échelle, pas du bricolage, mais à l'échelle d'une transformation d'une industrie, de l'industrie de la construction, nous, notre cap, il est très clair. On investit dans la décarbonation de nos procédés, on investit dans l'électrification de nos procédés, on investit dans l'innovation. Juste peut-être un chiffre qui est important. En France, le groupe a déposé 850 FDES individuels, 850. Vous vous rendez compte du travail qu'il y a derrière toutes ces solutions qui sont mises à la disposition des architectes, des cabinets d'ingénierie pour justement concevoir des solutions. Et en plus, ça fait aussi tâche d'huile dans le sens, ça peut se répandre aussi à l'étranger. Vous accompagnez chaque pays à l'endroit où il en est pour aller vers ça aussi. Absolument, et c'est la force de notre groupe, c'est que on bénéficie d'abord des effets de taille et d'échelle que le groupe Saint-Gobain, je vous rappelle, c'est 170 000 collaborateurs à travers le monde. Donc c'est un groupe qui est extrêmement important. Et comme je vous le disais, ce que nous faisons en France intéresse beaucoup d'autres pays, mais on a aussi un certain nombre de solutions qu'on utilise actuellement en France, qui viennent de nos amis suisses, qui viennent de nos amis allemands, qui viennent de nos amis anglais. Ouais. Donc ces collaborations sont essentielles pour progresser plus vite. Peut-être ce qui est important, sur lequel je voudrais insister en termes d'innovation, c'est que le groupe est entré dans une transition vers un mode de solution. Le monde du matériau. Oui, avant on passait juste le panneau, et maintenant on va passer tout ce qu'il y a autour du panneau aussi, quoi. Et la raison, elle est simple, c'est que quand on parle aux grands donneurs d'ordre, quand on parle aux grands futurs propriétaires, ce dont ils ont besoin, c'est pas de verre, c'est d'une façade. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'une solution intérieure qui recouvre du partitioning, de l'acoustique, de l'esthétique. Et ça ne se traite pas juste avec tel ou tel matériau, mais ça se traite avec un continuum de matériaux de solutions. Donc le groupe s'est engagé profondément dans sa stratégie et dans son innovation à apporter des solutions pour la construction durable. Alors, au-delà de solutions et d'innovation, il y a quand même des freins qui restent puissants, notamment le frein du financement. Et là aussi, vous vous êtes dit chez Saint-Gobain, tiens, si on allait voir un peu ce qu'on pouvait faire aussi pour améliorer ça ?
Oui, alors je pense que comme toute transformation, et la construction durable est une transformation, comme je vous disais, il y a 20 ans, on ne parlait pas de construction durable en France ou dans d'autres pays. Maintenant, c'est devenu une thématique, j'ai envie de dire, pas tout à fait naturelle encore, mais presque naturelle. Il n'est pas anormal, entre autres, que pour initier ces développements, on ait besoin de l'aide publique, du financement public, pour aider, initier, engager un mouvement. De la manière, en France, quand il a fallu aider les voitures électriques, qui sont au départ plus coûteuses, l'État français a mis à la disposition des Français un certain nombre de primes pour engager la dynamique. Petit à petit, elles se réduisent. Mais c'est beaucoup de choses qui se réduisent petit à petit en ce moment. Pour d'autres raisons, bien entendu. Mais c'est le même sujet pour la construction durable. Au début, il faut des aides pour aider à entamer cette transition. Pour garder un dispositif industriel puissant en France, en particulier décarboné, on parle d'ArcelorMittal en ce moment, on a besoin, comme nous aussi, on a besoin d'aide publique pour aider à des transformations industrielles profondes. De la même manière, on a besoin encore de MaPrimeRénov', des certificats d'économie d'énergie pour aider les ménages les plus fragiles à aller vers cette transition. Ce qui est important, c'est qu'on a besoin de la puissance publique pour ça, et c'est très important. Tout ce débat est encore assez jeune. Ce qu'il faut, à nouveau, c'est qu'on prépare la suite, où ce soit complètement des financements privés qui vont aider, permettre cette transition vers une construction durable, rénovation énergétique plus large. Et pour ça, c'est un autre type de discours, c'est d'autres types de solutions. C'est entre autres mettre ensemble un environnement large, y compris les institutions financières, pour qu'elles accompagnent des copropriétés. Par exemple, c'est plus compliqué pour une copropriété que pour un ménage dans une maison individuelle, pour aider à faire cela. De la même manière, pour garantir, et c'est là où on a besoin, nous, en tant que filière, d'être plus forts pour l'ensemble de l'industrie, d'apporter des données incontestables sur la performance attendue, les résultats de la rénovation énergétique. Quand vous allez dépenser 30 ou 40 000 euros pour rénover énergétiquement votre maison, votre appartement, vous avez besoin, surtout si vous avez besoin d'aller chercher un financement, vous avez besoin d'avoir d'une certitude, d'une garantie de performance. Donc nous, on a développé, évidemment, on n'apporte pas toutes les solutions tout seul, mais on a développé, par exemple, des outils quantitatifs validés par le CSTB, dont nous avons mis les droits d'usage gratuitement. La méthode Cube, vous pourrez aller voir dans les salons, qui est un outil scientifique, technique, qui a été développé après de nombreuses années de recherche et qu'on met à la disposition de l'État. Oui, je rappelle, crédibilisé. Enfin, le CSTB a regardé comment ça fonctionnait. Il a dit c'est bon. Il n'a pas dit c'est bon, il a dit c'est très bien. C'est excellent. C'est excellent. Il a dit c'est excellent, ça fonctionne. Et donc, comment on va utiliser? On va voir, mais ce que ça veut dire, c'est que on va apporter de la data, des données, des fondamentaux techniques pour dire si vous faites ça dans votre rénovation, vous aurez une garantie de performance. Est-ce que ça va aider à débloquer, par exemple, des financements? Est-ce que ça va aider des copropriétés, par exemple, à être plus certaines dans les économiques générales de leur projet? Nous pensons que oui, et c'est la raison pour laquelle notre rôle est d'aider à d'apporter ces solutions. Ce qu'on le rappelle, c'est quelque chose que vous donnez, enfin que oui, c'est que vous donnez à tout le monde, que tout le monde peut s'emparer, notamment l'État. En tout cas, la technologie qui a été mise en place pour ça sera mise à la disposition de l'État pour que ce soit déployé à grande échelle. À grande échelle. Et du coup, vous avez commencé concrètement vers des exemples un peu opérationnels avec des banques, je crois? Alors, on a un projet en cours qui s'appelle Mareno Garantie, avec un certain nombre d'interlocuteurs, des cabinets d'ingénierie, un grand courtier d'assurance. On a aussi une banque pour tester notre méthode et voir comment on pourra la déployer à nouveau à grande échelle. Parce que l'idée, encore une fois, l'expérimentation est lancée, est en cours pour la déployer à plus grande échelle. Et donc, cette garantie de performance permettra aussi de débloquer peut-être plus facilement les financements privés, parce qu'on ne s'engage pas pour rien. Typiquement, vous voyez, un organisme prêteur, en général, il vous demande vos ressources. Et si les ressources, on est capable de dire de manière un peu certaine qu'elles vont augmenter de 100 ou de 150 euros par mois parce que la facture énergétique va baisser et qu'on est capable d'être plus solide là-dessus, évidemment, ça va faciliter l'institution financière à apporter les financements. Donc vous voyez, à nouveau, ça va être du multivectoriel, mais on va être dans des approches qui vont aider à libérer du financement, en particulier pour la rénovation énergétique. Alors, continuer à innover. On le sait, l'un des messages forts aussi de l'Action Paper, vous le disiez tout à l'heure, c'est de faire passer la construction
durable de la conformité à la désirabilité. On en parlait aussi, c'est un sujet qu'on aborde aujourd'hui, cette désirabilité de l'habitat. Concrètement, qu'est-ce que ça change dans la façon de concevoir, de construire, mais surtout de raconter le bâtiment, de votre point de vue? Moi, je pense que c'est un sujet que j'ai envie de partager avec l'ensemble de la salle. C'est-à-dire que ce constat, à nouveau, ce n'est pas celui de Saint-Gobain. Nous, on a mis en place un observatoire de 1800 intervenants à travers le monde autour de la construction. Donc c'est exceptionnel comme terreau de matière. Et ces 1800 personnes ont mis en évidence que l'accélération de la construction durable, aujourd'hui, est une thématique qui est vue comme incroyablement technique, incroyablement réglementaire, et que nous tous, et je dis bien nous tous, on jouera notre part en tant que grand acteur, mais je pense qu'on doit tous faire partie, on est tous dans cet écosystème, parler ce qu'on appelait, c'est ce que la recommandation qui est faite, c'est la désirabilité autour de la construction durable et d'en faire non plus simplement ce qui était au début des maisons avec des fenêtres un peu en meurtrière pour... Oui, on se disait finalement je coche toutes les cases ou je fais une maison très étanche et je suis sûr que je suis tranquille. Bon, ben ça, il faut qu'on quitte ça. Il faut qu'ensemble, on aille vers un discours de la construction durable. Il y a une valeur verte, il y a une valeur de durabilité. C'est un endroit qui sera plus respectueux de l'environnement pour l'ensemble des gens qui vivent autour et qui vivent dedans. Et tout ça, on doit le construire du confort, dans la de durée. santé aussi, bien sûr. Absolument, et de la santé. On reviendra probablement dans quelques mois autour d'une grande étude qui a été faite aussi sur l'habitat indécent. Vous verrez, on aura des choses, je pense, très intéressantes à partager avec l'ensemble de notre filière. On terminera sur un dernier grand message, peut-être, justement. Enfin, vous le disiez, on a déjà partagé pas mal de choses, mais si aujourd'hui vous aviez une chose que vous auriez envie que les gens retiennent, un grand message. Ce que j'aimerais, c'est qu'on se fédère toujours et encore plus. Je parlais de la complexité de notre chaîne de valeur, de tous les intervenants. Je pense qu'on a une grande chance dans le métier de la construction et dans notre secteur, c'est que les solutions existent. La réalité, c'est que les solutions existent. Il y a tout un tas de problématiques techniques dans le monde pour lesquelles on n'a pas encore de solution. C'est quand même intéressant de se le rappeler qu'il y a un certain nombre de grands enjeux dans le monde aujourd'hui qu'on ne sait pas traiter techniquement. Ce n'est pas le cas de la construction durable. On a les solutions existent. En revanche, la complexité de notre chaîne de valeur les rend difficiles à mettre en œuvre complètement. On a vu tout à l'heure le désalignement d'un certain nombre d'acteurs, des temporalités différentes. Donc, mon premier message, c'est celui de la confiance parce que les solutions existent. Le deuxième message, c'est celui de travaillons toujours plus ensemble pour y arriver. Et le troisième, c'est faire de l'objectif pour moi, c'est que la construction durable doit devenir la normalité. Une autre manière de le dire, la norme standard, ça doit être la construction durable. Donc ça, j'espère que mon successeur, dans 10 ans, qui viendra fêter les 20 ans du Energy Meeting, se pourra dire, si vous lui reposez cette même question, qu'est-ce que vous tirez de ces 10 dernières années? Ben oui, c'est devenu la norme. Donc j'aimerais que ce soit ça notre horizon. Écoutez, merci beaucoup de ce message. En plus, on le sait que la norme sur ce sujet-là, justement, c'est que la normalité, on sait que la normalité aujourd'hui, c'est qu'on est tous différents. Et ici, la norme sur les bâtiments, dans 10 ans, dans 20 ans, on sait aussi que ce sera tous quelque chose de différent puisqu'on est sur l'adaptation, on est sur la réhabilitation. Donc, on va aller vers plus de sur-mesure, on va aller vers plus de dialogue, vers plus de solutions et de systèmes, comme vous pouvez le montrer. En tout cas, merci beaucoup, parce qu'un grand acteur économique qui s'engage comme ça sur ces sujets, il n'y en a pas encore assez. Voilà, donc c'est des sujets qu'on partage à Davos comme à la COP30. Donc merci beaucoup en tout cas. Et écoutez, à très bientôt. Et puis je vous donne rendez-vous dans 1 heure pour terminer sur notre session de conférence avec une table ronde sur l'IA, bien sûr la remise des trophées Startup. Donc je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup.